Tiphaine, on est arrivé en urgence chez toi, Bam est arrivé en urgence chez toi, Caro et moi, parce que tu nous as enguirlandé à quelque chose. Tu as dit, mais vous les médias indépendants comme les médias mainstream, il n'y a personne qui parle de la chose essentielle qui est en train de se passer dans le monde. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer d'essentiel, Tiphaine, pour le fait qu'on est venu chez toi, vite te trouver? Alors, c'est pas dans le monde, c'est aux États-Unis. En fait, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a démarré déjà depuis un certain temps aux États-Unis concernant l'origine du Covid. Et en fait, des documents récents qui ont été apportés à la connaissance de cette commission, eh bien, ont montré, ont prouvé qu'il y a eu mensonge sous serment de plusieurs protagonistes qui sont impliqués dans la pandémie, enfin, dans le Covid. Et en fait, pourquoi c'est très important? Il est très important quand même de connaître l'origine de ce virus. Parce que la première chose qui a frappé le monde entier, ce n'est pas les vaccins, c'est ce virus. C'est ce virus qui a amené les confinements et c'est ce virus qui a servi de prétexte à l'arrivée des vaccins. Donc pour moi, il est capital de suivre ce qui se passe un petit peu plus loin que chez nous, c'est-à-dire plus loin que nos frontières européennes, plus loin que nos petites frontières françaises, parce que ce qu'il se passe en ce moment, c'est vraiment de la bombe. Là, on rentre dans le vif du sujet et on rentre dans le vif du sujet avec des preuves. Et toi, Caroline, chez nous à BAM, tu es celle qui suit le mieux ce qui se passe aux États-Unis, donc c'est toi qui a travaillé avec Tiphaine, vous avez regardé hier ensemble, je vous ai regardé, c'était impressionnant le boulot que vous avez fait. Écoute, on va essayer d'aller à l'essentiel, parce que c'est vrai que les révélations là, de ces dernières semaines ont été particulièrement riches. C'est-à-dire que la commission d'enquête a obtenu un certain nombre de documents nouveaux, et grâce à cela, on a des preuves matérielles que ces personnes ont menti devant la commission, et qu'elles ont fait obstruction à l'enquête. Notamment pour la première personne importante à être réauditionnée, le docteur Daszak, Peter Daszak. Le docteur Peter Daszak, c'est le président d'une société qui s'appelle EcoHealth Alliance. Cette société développe des solutions scientifiques pour prévenir les pandémies. Voilà. Et ça nous permet de faire un lien direct avec ce qu'on appelle le gain de fonction, c'est-à-dire que sous couvert de c'est pour mieux vous protéger, c'est pour anticiper ce qui pourrait vous arriver de pire, on va rendre des pathogènes plus infectieux pour l'homme, voire plus virulents, plus mortels. Et donc c'est dans ce cadre-là que la NIH, National Institute of Health, lui a donné des subventions. Et donc la commission d'enquête cherche à déterminer si le NIH était au courant et complice. Ce que tu viens de dire, c'est très important, justement. Le fait qu'aux États-Unis, il est très important de savoir ce qui est fait de l'argent du contribuable, parce qu'en fait, c'est cette motivation-là qui a fait qu'on est arrivé à une commission parlementaire qui est bipartite. C'est-à-dire que là-dessus, même en pleine période préélectorale, pour la présidentielle quand même, eh bien, les démocrates comme les républicains sont d'accord, il faut savoir de quoi il en retourne, y a-t-il eu ou pas corruption? On a quand même un certain nombre de preuves, ou de faisceaux, comme on dit, faisceaux d'indices concordants, qui montrent que effectivement c'est de l'argent américain qui, en passant par l'intermédiaire de EcoHealth Alliance, a financé des recherches dans le cadre du laboratoire de Wuhan. Est-ce que par hasard, ce n'aurait pas été très pratique que les Chinois soient les petites mains, puisque c'est quand même relativement dangereux, ce genre de recherche, et du coup, n'ait pas été financé directement par l'argent du contribuable américain via Peter Daszak, président de EcoHealth Alliance. Donc pour voir un petit peu juste combien l'ambiance était tendue, mais il y avait de quoi, parce que Peter Daszak, ça devait être, je ne sais pas, la 6e ou 7e fois qu'il était auditionné à ce sujet, et donc ça faisait déjà 6 ou 7 fois qu'il avait menti. Et là, visiblement, les membres du Congrès en ont ras-le-bol de se faire balader par Peter Daszak, et on va le voir dans cet extrait. Well, there's a fourth possibility, isn't there, that we'd conducted scientific research
in the period between the initial drafting of that report and updating it. And if that were true, hang on, if that were true, Dr. Daszak, why didn't you tell me that in November of last year? It's been less than 6 months. I gave you the opportunity to say that there was a change in your initial drafts and later drafts. You didn't bring up this fourth possibility then. You didn't say, well, we did some additional research and we made a change on the number of times that a bat virus might spill over into the population in Southeast Asia or South China. You didn't give me that. I gave you the chance. I didn't ask it as I was looking for facts. I wasn't trying to cross-examine you at that time, and yet you didn't tell me the truth. And today you come up with a new theory as to why that might have happened. But that's not what you gave me in November. Isn't that true? You didn't give me that in November. Isn't that true? Yes or no? My theory... Is it yes or no that you told me something wrong and false in November? My theory has a substantial advantage over yours in that it's No, my theory is you didn't tell me the truth. Ça s'appelle être passé sur le grill, hein? Tout à fait. Et donc là, il y a les premières têtes qui tombent. Mais il ne faudrait pas que ça soit le fusible facile. Voilà. Parce que là, on est... c'est pas le sommet de l'iceberg. Hein. Mais d'après les auditions suivantes, on s'est rendu compte que c'était pas la seule personne à revenir sur ces déclarations. Tout à fait. Et notamment le docteur Lawrence Tabak, qui est en fait le nouveau directeur du NIH. Et donc lui, dans son... Ah ben, on peut peut-être regarder un extrait de ces déclarations. Dr. Tabak, did NIH fund gain-of-function research at the Wuhan Institute of Virology through EcoHealth? It depends on your definition of gain-of-function research. If you're speaking about the generic term, yes, we did. Donc dans cet extrait, le directeur du NIH admet que le NIH a effectivement financé, a donné une subvention qui ensuite a servi aux recherches sur les coronavirus en Chine. Donc il reconnaît implicitement que le Dr Fauci a menti sous serment. The NIH did not fund gain-of-function research at the Wuhan Institute of Virology. Yes, we did. Là, Tabak, en fait, lâche une bombe. Ouais. Il le dit, il apporte la preuve implicitement, lui, directeur actuel du NIH, que Fauci a menti sous serment et qu'en fait, il savait ce qui se faisait avec cet argent et où. Et d'ailleurs, on a un certain nombre de preuves. Parmi ces preuves, il y a un certain nombre d'emails qui ont été saisis par le comité, donc appartiennent au bras droit du docteur Fauci, le docteur David Morens. Ce docteur Morens a mis en place un système de communication en dehors des canaux officiels. Oui, c'est-à-dire qu'il n'utilisait pas son adresse professionnelle. Il utilisait son adresse Gmail. Perso. Et on a peut-être révélé un loup là, c'est-à-dire qu'on se demande si ça n'était pas un système qui avait été bien mis au point au sein du NIH, parce que dans ces emails privés, Monsieur David Morens, on peut voir ça là. Let me read some of the emails. The first email from you says, P.S. I forgot to say there is no worry about FOIAs. I can either send stuff to Tony on his private email or hand it to him at work or at his house. He's too smart to let colleagues send him stuff that could cause trouble. Next email from you said, I suggested Arthur try to interview Tony, meaning Tony Fauci, directly and connected him to our secret back channel. Next email. Monsieur David Morens se félicite d'avoir été formé par une dame spécialiste des FOIA, donc Freedom of Information Act. Une FOIA lady. Voilà, FOIA lady, qui lui a expliqué comment on pouvait faire disparaître des emails. I learned from our FOIA lady here how to make emails disappear after I FOIA'd, but before the search starts. So I think we are all safe. But I deleted most of these earlier emails after sending them to Gmail. C'est carrément un mode d'emploi pour détourner les FOIA
mode d'emploi pour détourner les FOIA et pour déliter, pour supprimer les emails critiques. C'est-à-dire que la personne qui normalement est garante, c'est-à-dire qui est responsable de la surveillance et du bon fonctionnement des FOIA, donne les clés pour que surtout ça n'arrive pas. D'autant plus que là, ils disent clairement que the less we provide the enemy, the better. C'est ça. C'est-à-dire que le public, la transparence, c'est l'ennemi. Donc l'ennemi, ça n'est pas le pathogène. L'ennemi, c'est la transparence vis-à-vis du public, donc quelque part c'est le public. Il ne faudrait pas qu'il en sache trop. Et la commission d'enquête. Voilà. Donc, et ça c'est vraiment, mais c'est énorme. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais ils prennent les gens pour du bétail là dans l'histoire. Hein. Et ce qui est fou, c'est que donc quand Morens, voilà, quand les sénateurs ou les députés lui ont dit non mais vous êtes conscient quand même que vous avez fait ça, vous avez fait ci, vous avez supprimé des emails, vous avez détourné des emails, voire même vous avez utilisé un canal secret pour communiquer avec Fauci. Vous êtes conscient quand même que tout ça c'est pas bien. Et en fait, Morens a commencé à dire ah oui c'est vrai, j'aurais pas dû. I don't know how that happened. I didn't do it consciously. Sir, I'm sorry. I just don't believe you. And I yield back. Au final, cette défense était tellement pitoyable que on a eu l'impression que jusqu'au bout, il fallait qu'il couvre et Daszak et Fauci, et que donc du coup, il encaissait tout, il prenait tout sur lui. Et surtout qu'en plus, il a fait tout son possible pour couvrir Fauci, alors que ses emails le mettaient Fauci directement en cause. Donc on se demande si c'est finalement pas Fauci qui a créé tout ce système pour éviter les problèmes. Exactement. Donc si je comprends bien, par ce système, ils essayaient de dissimuler quelque chose. Mais bien sûr. Et donc, qu'ont-ils donc à cacher? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Si le virus est naturel, s'il est zoonotique, pourquoi tout ce bins pour cacher tant de choses? Si ce n'est pas une création de laboratoire dans laquelle ils seraient impliqués puisque c'est eux qui cherchent à cacher des choses, pourquoi cacher tant de choses? Mais justement, a priori, l'Institut de la Santé n'était pas la seule institution du gouvernement américain à être en contact avec EcoHealth Alliance et Peter Daszak. EcoHealth Alliance, qui a été soutenue par une institution publique mais militaire, qui fait donc partie de ces potentiels commanditaires. En tout cas, founders. Financiers. Voilà. Eh bien, c'est pour cela que nous avons fait appel à un spécialiste. C'est un ancien instructeur militaire sur les armes biologiques. Et il assiste à toutes les audiences de la commission d'enquête. Et ce soir, là, il est avec nous en Zoom. Il a accepté de répondre à nos questions. Hello, Charles. According to what you've studied, do you consider COVID to be a bioweapon? I personally do believe that SARS-CoV-2 is the result of bioweapons research. What does that mean for you coming from the military? That means that somebody created this virus, and you can tell from the epitopes within the virus that this virus was designed to be able to do things in a combination that has never been seen before in nature. Do you believe DOD, so Department of Defense, had a hand in the creation of COVID? I believe that the methods that were used to create the virus arose from defense research. No question, American defense research. On August 25th or 27th of 2021, the Director of National Intelligence issued their report, the so-called Biden report on the origin. And I knew that the day that released, that it was a lie to the American people, because I was holding in my hands the evidence that they knew much more than they were talking about,
and nonetheless were hiding it from the American people. So I knew that my own government was lying to me because I held the proof in my hands on that day. And I even wrote about it. As soon as we released the documents, I wrote a story, an article in my Substack, where I said, this is the implication. We have proof. The diffuse proposal is proof that the American government is lying to the American people about the origin of COVID. Yet another thing that the public doesn't understand because I'm censored, Drastic is censored, and I'm sure you guys are censored to some degree. So, but yes, Yeah. the diffuse proposal is proof that the American intelligence apparatus was lying both to the president and to the American people about the origin of COVID. Which means that the cover-up is running very deep. It's not just the Peter Daszak and the NIH. It's running much, much deeper into a much wider network of civil servants. And that's correct. And that's why when people talk about the DOD, I think of it as, it's not just the Department of Defense. To me, this is more of an intelligence cover-up. Because Anthony Fauci was working with the Department of Defense. He was working with intelligence agencies. It's just easiest to refer to it as the deep state, because that's really what it is. This is an intelligence cover-up, first and foremost. En fait, le gros débat qui en fait occulte tout le reste depuis fort longtemps, c'est y a-t-il eu fuite accidentelle de laboratoire ou bien, on va dire, libération volontaire. Mais en fait, quelque part, on s'en fiche. Et ça, Charles Risley l'a déjà tweeté plusieurs fois, il a déjà expliqué. Pourquoi on s'en fiche? Parce que la chronologie, à la fois des faits, mais aussi surtout des brevets, nous montre que l'intentionnalité était là. Et c'est quand même ça le plus important. C'est-à-dire que, pour faire bref, dans la chronologie des faits, nous avons un dépôt de brevet par Moderna en 2012 qui concerne l'ARN messager comme vecteur, avec des N-méthylpseudouridine et encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, de façon, et en fait c'est expliqué dans le contexte du brevet, de façon à pouvoir mieux délivrer les fameuses glycoprotéines, dont les GP120 et GP41, qui sont les inserts archivés, qui sont contenus dans la spike du SARS-CoV-2. Ça c'est 2012. Bien. Puis, en 2017, Moderna dépose un brevet. On ne connaît pas le Covid, on ne connaît pas sa séquence, on ne connaît pas le SARS-CoV-2. Et Moderna dépose un brevet qui correspond exactement à une séquence très particulière qu'on trouve dans ce virus, qui est ce qu'on appelle le site de clivage furine. Et le site de clivage furine a lui aussi été ajouté, on pense, par gain de fonction. D'accord? C'est-à-dire que c'est ce site de clivage qui permet à la protéine spike de se diviser en sous-unités S1 et S2, de se diviser en sous-unités S1 et S2. Bizarrement, Moderna dépose un brevet sur cette séquence. En 2017. En 2017. Ouais. D'accord? Puis, bon, il y a eu d'autres choses, c'est-à-dire qu'on sait que grosso modo, même M. Barrick, qui est considéré un peu comme qui pourrait être le deuxième papa du Covid avec M. Daszak, a laissé entendre que le virus était prêt dans les congélateurs en 2018. Bien. Puis on apprend que tous les vaccins sont déjà prêts en 2019, avant même le début de la pandémie. Et surtout, et ça aussi, ça va commencer à nous concerner plus spécifiquement, nous les Français, on apprend que Stéphane Bancel, donc le président de Moderna,
qui était auparavant président de Biomérieux, hein, donc vaccin, alors que Moderna n'avait jamais fait de vaccin avant. Eh bien, Stéphane Bancel a demandé à M. Fauci de simuler, de faire un essai, quoi, mais in vivo, enfin, en population réelle, une pandémie. Et ça, 1 mois avant le début officiel de la pandémie. Et on a un document là-dessus. Oui. Donc en fait, tout ça pour dire que peu importe comment ça a été fait, l'intentionnalité, elle était là. On n'a jamais vu des gens dépenser autant d'argent pour faire autant de choses comme celle-ci pour qu'elle ne soit jamais utilisée. Et pour qu'il n'y ait pas de retour sur investissement, si je puis dire, qui va être celui des vaccins. Donc ces gens ont eu l'intention de fabriquer un virus pathogène qui a circulé dans le monde entier, et avec la collaboration, si je puis dire, de la compagnie qui a vendu le vaccin après Moderna. C'est-à-dire que oui, enfin, Moderna, fort de son brevet, a pu comme ça gagner son procès contre Pfizer pour plagiat, puisque c'était bien Moderna qui avait déposé la séquence qui correspondait à la spike du virus, en fait, en 2017. Donc le narratif, on a fait le vaccin comme ça en quelques semaines, rapidement Non, ils étaient tous prêts en 2019, les vaccins, c'est-à-dire avant même la pandémie. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que, franchement, est-ce que, d'une part, ça a été une fuite de labo ou relâché volontairement? On s'en fiche. Est-ce que pour eux, c'était le timing qu'ils avaient choisi pour que ça arrive à ce moment-là? On s'en fiche aussi. Ce qui est certain, c'est que la chronologie des brevets et des faits montre qu'il y avait intentionnalité. Ça, c'est une certitude. Personne ne peut dire le contraire. Donc, en fait, ça va plus loin que simplement Monsieur Fauci. Est-il commanditaire de tout cela? Ou est-il en service commandé? Et si c'est le cas, pour qui? Il va falloir également se poser la question de quels autres personnages clés ont tourné autour de M. Fauci, sachant que nous savons qu'il y a eu aussi des échanges d'emails par rapport à ce qui nous concerne, nous, avec un certain professeur Delfrécy, qui était président du conseil scientifique et qui était présent à l'inauguration du labo P4 de Wuhan. Y a-t-il d'autres Français cités dans ces échanges? C'est pour ça que faire la lumière sur l'origine de ce virus, en fait, nous concerne tous. Pourquoi j'en ai fait aussi mon cheval de bataille, comme je l'ai expliqué au tout début? Parce que ce qui a concerné tout le monde en premier, c'est le virus. C'est pas les vaccins. Ce qu'on a balancé sur l'humanité, c'est le virus. C'est pas les vaccins. Et quand tu comprends que probablement, plus que probablement, ce virus a été réalisé par gain de fonction, donc en fait, c'est une recherche sur les armes biologiques déguisées. Et ça, Charles en a très bien, Rixley en a très bien parlé. Donc, quand tu comprends ça, tu ne peux pas rester sur un narratif binaire, gentil virus, rhume, méchant vaccin. Non, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Pour dire les choses de manière simple, c'est méchant virus, méchant vaccin. C'est, je vais être assez cash, c'est spike viral égale saloperie, spike vaccinal égale super saloperie.